enchaîner du coup par la conférence d'Antoine Bouzin. Je vais le laisser se présenter, il fera ça mieux que moi évidemment. Et en tout cas, on est super content de le recevoir à nouveau à l'INSA parce qu'il est déjà venu à diverses occasions et c'est à chaque fois un vraiment grand plaisir de le recevoir et l'écouter parler. Donc, on a renouvelé l'expérience aujourd'hui avec vous. Bonne conférence. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Est-ce que je parle suffisamment fort? Ok. Avant de commencer, j'aimerais remercier très chaleureusement Romain et Paul pour m'avoir conduit à cette formation. Je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi. Donc, je vais maintenant vous parler je vais vous présenter cette conférence qui s'intitule donc Remise en cause du paradigme technique moderne. Moi, donc, je m'appelle bien Antoine Bouzin, j'ai une formation d'ingénieur. Alors, j'étais à Toulouse, donc non pas à l'INSA, mais à l'ENSET, donc l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse. Et moi, j'étais dans la filière hydraulique et mécanique des flux. J'ai ensuite quitté le monde de l'ingénierie pour me réorienter vers les sciences sociales. J'ai fait un master de sciences sociales à l'Université de Bordeaux, à la faculté de sociologie. J'ai travaillé à ce moment-là sur le militantisme écologique des ingénieurs, un sujet que je poursuis encore aujourd'hui dans mon travail. Et j'ai commencé une thèse, toujours à l'Université de Bordeaux, en septembre 2020. Et je mène un sujet de thèse qui est différent de nos précédents sujets. Et je travaille sur la méthanisation agricole comme outil dans la transition écologique. Alors cet après-midi, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de l'ingénierie. Je vais commencer par parler de comment s'est constitué le métier d'ingénieur, notamment à partir du XVIe siècle et particulièrement à partir du XIXe siècle. Je vais vous parler du rapport à la science des ingénieurs et de leur façon potentiellement de concevoir le monde. Et je vous parlerai dans un second temps de comment les enjeux écologiques, comment l'urgence écologique vient bouleverser justement cette uniformité des ingénieurs, comment ça vient bouleverser précisément la nature de leur profession et leur façon de voir le monde. Alors, je vais commencer par une introduction. Alors, ce qu'on observe, c'est des choses qui, je pense, maintenant sont assez évidentes, mais je le reprécise toujours. On vit aujourd'hui un moment où on voit se multiplier et s'intensifier un certain nombre d'événements écologiques assez désastreux. Alors, je vous mets des événements à l'écran, donc que ce soit des grands événements d'inondation, des événements de sécheresse ou d'incendie. Donc, voilà, des illustrations qui sont arrivées assez récemment. Je pourrais réactualiser, mais ça serait en fait assez déprimant. Et on sait maintenant que ce phénomène d'intensification et de multiplication de catastrophes qui nous sont souvent présentées comme naturelles, en fait, ne sont pas totalement naturelles. On peut considérer plutôt qu'elles sont socio-naturelles. Pourquoi? Eh bien parce que l'être humain a une responsabilité, on le sait maintenant à travers notamment les rapports du GIEC, on pourrait citer également l'IPBES et d'autres autorités scientifiques. On sait que les êtres humains ont une responsabilité dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'urgence écologique. Alors, je présente l'urgence écologique de la façon suivante, ce n'est pas une façon de la présenter qui est évidemment exhaustive. Mais cette urgence écologique, on peut la considérer comme l'interaction entre 4 catégories. Le changement des climats, avec l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui provoque une élévation tendancielle des températures, la fonte des glaciers et l'élévation du niveau des mers. On observe une destruction de la biodiversité, autrement dit des phénomènes d'extinction des espèces animales et végétales. On observe un phénomène de criticité des matières extraites, autrement dit, on extrait beaucoup de matières des sols et des sous-sols pour pouvoir produire des marchandises et les commercialiser. Et on observe qu'effectivement, il y a un certain nombre de ces matières qui sont dans un état critique en termes de renouvellement. Et enfin, dernière catégorie, eh bien, les événements de pollution qui se multiplient. Alors, les pollutions, elles sont de toutes sortes. On parle de pollution des sols, pollution des eaux, pollution des airs. Et on pourrait également rajouter les pollutions lumineuses et les pollutions sonores. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans mes recherches, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est qu'on a souvent eu tendance, il y a une forme d'opposition un peu classique qui s'est instaurée entre, d'un côté, l'ingénierie, qui a une mission historique, et on va revenir dessus, mais de maîtriser la matière au service de l'être humain, et des mouvements écologistes qui se sont implantés dans les pays anglo-saxons d'abord, puis en France à partir des années 1960 et 70, et qui avaient comme premier adversaire eh bien, les ingénieurs notamment, et ce qui était caricaturé sous la forme d'une technocratie froide qui n'avait que comme ambition d'aménager le territoire et donc d'avoir ce rêve prométhéen de pouvoir faire ce que les Saint-Simoniens, faire de la planète la demeure des hommes. Or, la situation a diamétralement changé depuis le 19e siècle, le moment où les ingénieurs vraiment atteignent un statut social vraiment décisif. On observe depuis, et c'est ce que je disais à l'instant, donc une multiplication des catastrophes, depuis notamment la seconde partie du XXe siècle,
Alors, ces catastrophes, donc, il y en a qui sont naturelles ou socio-naturelles, je les ai présentées à l'instant. Et il y a d'autres catastrophes qui sont technologiques. Alors là, je donne un peu une liste à l'après-vert, vous les connaissez, et puis il y en a des plus récentes comme l'usine de Lubrizol. Alors, ces catastrophes, ce qui les rassemble, c'est qu'elles sont le fruit d'artefacts, d'objets techniques fabriqués par l'être humain et introduits par la nature. Alors ça semble assez évident pour les catastrophes technologiques, puisqu'à priori, on croit assez peu de centrales nucléaires sauvages. On se doute assez rapidement qu'elles ont été façonnées par l'être humain. Et c'est ce que je disais pour les catastrophes socio-naturelles, on sait que finalement, cette augmentation de la concentration en gaz à effet de serre, eh bien, elle est produite par l'être humain, donc on peut considérer cette augmentation par exemple, de la concentration de ppm, en termes de ppm de CO2, comme finalement presque des artefacts produits par l'humanité. Autre événement qui vient perturber le travail des ingénieurs, outre ces catastrophes qui, encore heureusement, restent, on va dire, rares, même si, alors, je l'ai dit, elles se multiplient, on observe beaucoup de controverses. Les ingénieurs, et moi je me remarque à chaque fois que je peux faire des entretiens avec les ingénieurs sont confrontés en permanence dans leur métier à des controverses. Alors, qu'est-ce que j'entends par des controverses? Alors, la définition, je pose la suivante, c'est des séquences de discussions et d'affrontements autour de points de vue divergents sur un sujet. Alors, des controverses, on a tout un tas de sortes. Alors, dans le milieu scientifique, on est bien habitué aux controverses. C'est finalement presque un processus normal de production de savoir et de connaissances. Ce ne sont pas des controverses scientifiques que rencontrent les ingénieurs dans leur travail, ce sont plutôt des controverses qu'on pourrait appeler sociotechniques. Alors, voici des controverses sociotechniques connues en France, notamment les controverses sur les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, ou par exemple des controverses sur les déchets nucléaires, que faire des déchets nucléaires, et plus récemment, par exemple, sur la 4G. Alors, comment on définit, alors, très rapidement, comment on peut caractériser une controverse sociotechnique? Eh bien, c'est une contestation publique d'un artefact, d'un objet technique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui râlent seuls chez eux, c'est des gens qui vont publiciser, médiatiser leur opposition. C'est un grand nombre d'incertitudes sur les effets potentiels des objets en question. C'est des risques donc potentiels en termes environnementaux et de santé. Et enfin, une grande diversité d'acteurs. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui perturbe les ingénieurs. C'est par exemple quand on se trouve dans la controverse des OGM, on a à la fois effectivement des ingénieurs qui peuvent façonner, élaborer ces OGM. On a des agriculteurs, des agricultrices, des syndicats agricoles, des élus publics, etc. Et ces controverses donc viennent interroger les ingénieurs sur leur rôle dans la société et notamment que faire de l'écologie quand on est ingénieur, que faire de ces enjeux. Donc, pour essayer avant d'aborder donc la manière dont l'écologie peut venir retravailler le métier d'ingénieur, on va s'interroger d'abord sur ce que c'est qu'être ingénieur, ce qui n'est pas une définition assez facile. Alors, la profession d'ingénieur, on trouve des termes assez présents déjà dans l'Antiquité grecque, il y a tout un tas de termes employés qui viennent un peu définir ce que peuvent être les activités d'ingénieur. Être ingénieur, c'est une définition qui est assez peu banale dans la mesure où il y a la plupart des arts, des métiers à l'origine, c'était concentré sur une matière. Ce qui caractérisait un art, c'était le fait de travailler une matière. Ce qui ne va pas être le cas pour les ingénieurs. On va utiliser tout un tas de termes, ce sont des mécaniciens, des architectes, des experts. Et finalement, ce qui vient unifier cette catégorie des ingénieurs, c'est une faculté de l'esprit. Ingenium, ça vient du latin, et ça désigne donc une faculté d'esprit, une capacité à engendrer des choses qui n'existent pas, sont tout de même conçues. Donc ça, c'est la formule d'Hélène Vérin. Donc les ingénieurs, c'est un métier qui s'oriente vers la résolution de problèmes pratiques, et on retrouve une définition du vieux français, donc engineement, donc cette capacité d'imaginer des moyens pour parvenir à un but. Ce que je veux dire avec cette planche, c'est dire que l'ingénierie, c'est un métier qui n'est pas banal et qui repose pas sur une matière concrète, mais sur une faculté de l'esprit. Alors, au service de quoi se placent tout d'abord les ingénieurs? Les ingénieurs, donc, c'est un métier qui commence vraiment à émerger, à se structurer au XVIe siècle, mais c'est vraiment à partir du XIXe siècle où ils vont prendre toute leur importance dans la société française, à un moment qui est évidemment pas tout à fait anodin, un moment où vont se succéder les révolutions industrielles. Alors, c'est évidemment un moment qu'on connaît tous, mais je rappelle juste quelques faits. C'est un moment qui n'est pas homogène, mais on va tout de même voir sur la période ne serait-ce que de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, une augmentation assez massive des découvertes scientifiques et techniques. On va techniciser les activités qui régissent qui régissent la vie des individus. Donc, la plupart des secteurs vont se techniciser, que ce soit l'agriculture, l'énergie ou les télécommunications. Et donc, on va avoir l'ère de machines, des machines qui vont venir concrètement transformer les modes de vie et des machines qui vont entrer à la fois dans les manufactures, mais également dans les foyers. C'est un moment donc où la société va commencer à se sectoriser et à se spécialiser dans des activités bien spécifiques.
À cette époque, va donc se développer une nouvelle idéologie. Alors, il faut se remettre dans le contexte, hein, ces machines qui viennent vraiment bouleverser les modes de vie à ce moment-là. Donc, on a beaucoup de mouvements de pensée qui vont émerger. On peut penser aux saint-simoniens ou fourriéristes qui essayent d'imaginer comment en fait, les sociétés vont se reconfigurer. Et effectivement, les sociétés se reconfigurent, et notamment d'un point de vue matériel, ça semble assez évident, mais aussi d'un point de vue idéologique. Et ce qui va émerger à ce moment-là, et ce qui me semble, c'est important, j'avais insisté dessus parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, existe toujours aujourd'hui. Il y a un fort héritage de cette idéologie qui émerge à partir du XIXe siècle, cette idéologie du progrès qui est une véritable façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde, c'est une vision qui est à la fois évolutionniste et déterministe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va imaginer la société avançant. C'est une vision de l'histoire où l'idée, c'est plus de dire que l'histoire avance par cycle, mais l'idée que l'histoire avance de manière linéaire. C'est ça la notion d'évolution. Donc, l'idée qu'en fait, toutes les sociétés peuvent se situer sur un axe linéaire. Et qu'est-ce qui détermine leur avancement sur cet axe, donc sur cet axe de l'histoire? Eh bien, c'est leur état d'avancement dans le progrès technologique. Le progrès technologique devient donc la finalité de l'histoire, ça devient en fait, finalement la perspective d'un âge d'or à atteindre. Donc, il faut poursuivre le progrès technologique. Alors ça a des conséquences très concrètes, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène de subsomption, c'est-à-dire l'idée que tout progrès technique, dans cette vision de l'idéologie du progrès, tout progrès technique est censé apporter de manière inéluctable un progrès social et moral supplémentaire aux sociétés. Donc, on ne va plus réfléchir en fait, concrètement en termes de progrès social. On va dire il faut qu'on développe la technique parce que c'est ça qui va nous permettre de vivre mieux. Et l'une des conséquences immédiates, c'est qu'on va avoir tendance à dissocier les changements concrets techniques et leurs effets immédiats. Alors, il y a des exemples très concrets, par exemple en France, sur la gestion des risques industriels. Il ne va plus être possible, à partir d'un moment, pour les riverains de porter plainte contre des manufactures polluantes à côté de leurs habitations parce qu'on considère que c'est un mal pour un bien et que l'industrie, cette manufacture par exemple, elle va apporter un bien-être supplémentaire pour la société, pour la communauté locale. Donc, il n'est plus question de se saisir de ce genre de problème. Le 19e siècle, donc je parlais de cette idéologie du progrès qui me semble toujours très importante, c'est un moment aussi où va se transformer le métier lui-même d'ingénieur. Alors, c'est quoi un ingénieur? Donc, comment exercer un ingénieur jusqu'à présent? Donc, du 16e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, les ingénieurs sont d'abord des fonctionnaires de l'armée, hein, les ingénieurs du corps de l'artillerie, du corps du génie maritime. Mais en fait, les ingénieurs sont des gens qui font des écoles à partir notamment du 18e siècle et qui obtiennent non pas un diplôme, le diplôme il sera inventé au cours du 19e siècle, mais qui obtiennent un grade professionnel. Quand on sort de l'école d'ingénieur, eh bien, on est incorporé à l'administration, à la haute administration. On intègre des corps techniques, donc des entités au sein des administrations. Donc, il y a des corps qui existent toujours, le corps des mines, le corps des ponts et chaussées, etc. Et on est là non pas pour proposer une expertise technique, non pas pour travailler sur le terrain, mais pour proposer une vision pour l'État. Alors, pour le royaume pendant l'Ancien Régime, puis pour l'État. Et l'idée, c'est de résoudre des problèmes nationaux d'ordre économique, militaire et notamment administratif. Les ingénieurs, donc, ils vont être sacralisés à partir de ce moment-là. On va avoir une véritable signification religieuse du progrès, mais j'y reviendrai dans un instant. Voilà, pour la manière dont on peut lier les ingénieurs à cette vision du progrès qui, à mon sens, irrite toujours les conceptions du monde aujourd'hui. Alors, quand on parle d'ingénieur, c'est compliqué de parler d'ingénierie sans parler du rapport à la science. Alors, la pratique scientifique, l'activité scientifique a beaucoup évolué au cours des siècles, et notamment à partir du 18e, 19e siècle. Alors, je mets juste un petit historique sur c'est quoi les manières qu'on a eues de pratiquer la science. Alors, on peut diviser ça en régime historique. Jusqu'au XVIIe siècle, pratiquer la science. Alors, il faut savoir que le terme de science, c'est un terme qui va émerger beaucoup plus tardivement. Un terme de science, concrètement, tel qu'on l'entend, il va émerger au XIXe siècle. Donc, c'est un anachronisme pour moi d'utiliser de cette manière-là, mais peu importe. Faire des sciences jusqu'au XVIIe siècle, c'est finalement essayer d'exercer sa curiosité, c'est essayer de comprendre les phénomènes. On voit bien que finalement, il y a des phénomènes que l'on peut provoquer, donc c'est essayer de jouer avec ça. Faire de la science, c'est faire des grandes expériences en public, qui a forcément un air qui est lié à la magie, à la mystique à cette époque-là. Puis, au XVIIIe siècle, on va vers le régime de l'utilité. Donc, l'idée, c'est de perfectionner des instruments pour pouvoir reproduire des expériences. Et enfin, à partir du XIXe siècle, et il me semble que c'est quelque chose qui existe, on est toujours dans ce régime-là, c'est le régime de l'exactitude. C'est évidemment toujours de perfectionner les instruments, mais d'avoir les résultats les plus précis possibles sur les expériences qui sont menées, et ce, quelle que soit la discipline scientifique. Alors ça va pousser les scientifiques, et notamment aussi les ingénieurs, à s'écarter du monde social pour essayer d'avoir les résultats les plus précis possibles, donc à se confiner dans des laboratoires en particulier,
et donc à essayer d'éviter toutes les interférences que l'on obtient inévitablement si l'on pratique hors laboratoire et qu'on ne peut pas maîtriser l'ensemble des paramètres de son expérience. Donc la recherche scientifique, la recherche en ingénierie, elle va peu à peu s'isoler du monde commun. Ces ingénieurs et ces scientifiques vont commencer à travailler en laboratoire, qu'on peut parfois considérer comme des tours d'ivoire. Alors la vision des sciences et ses relations avec la société, alors ce que je dis, je pense que c'est une vision qui est largement partagée par les scientifiques et ingénieurs, mais pas seulement, c'est une vision qui irrigue la société dans son ensemble. C'est une vision très cartésienne. Alors la vision cartésienne, quelle est-elle? C'est une vision qui va vraiment séparer le corps et l'esprit, et notamment la culture, la société de l'ensemble du monde naturel. Aristote séparait ce qui relevait de l'artifice, donc ce qui était fabriqué par les êtres humains, de la nature, et ce n'est pas du tout la position de Descartes. L'argument de Descartes, c'est de dire, effectivement, les objets artificiels réagissent aux mêmes lois que les objets naturels, donc on peut les mettre dans une même catégorie. Et en fait, la vraie césure, selon Descartes, c'est finalement la culture, ce qui relève de la société, des rapports humains, de tout le reste. Donc, pour Descartes, on a effectivement un grand monde naturel qui est peuplé d'objets. Ces objets, peu importe qu'ils soient artificiels ou non. Ça donne également, qu'est-ce qui découle de cette vision-là? Eh bien, c'est une logique extrêmement anthropocentrique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une nouvelle vision de ce qu'est la société et de ce qu'est la nature. On est dans une pensée qui n'est pas du tout aristotélicienne, une pensée aristotélicienne qui a fait très long feu en Europe. Donc, c'est une autre vision de la société, c'est l'idée de dire que la société, finalement, elle est capable de s'organiser par elle-même. En fait, la société peut se gouverner en dehors de tout déterminisme, et ces déterminismes, ça peuvent être d'origine naturelle ou surnaturelle. C'est-à-dire de dire la société, elle est autonome. C'est également une nouvelle vision de la nature. Cette nature, eh bien, elle est conçue comme une réserve inépuisable, inaltérable, elle est abondante, et elle est légitimement exploitable par les êtres humains. C'est vraiment la vision de la nature et la vision de la culture qui est héritée de Descartes. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? C'est une vision donc, qui est reprise notamment par le positivisme d'Auguste Comte, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une vision où on va vraiment séparer les sujets et les objets. Les sujets vont être représentés par le politique. Le politique, sa mission, c'est de représenter la société, de représenter les sujets, les citoyens et les citoyennes. Et par contre, la nature, il va falloir la doter de porte-parole. Et les porte-paroles de la nature, on va considérer que ce sont les scientifiques. Les scientifiques sont là pour effectivement être les porte-paroles des objets qu'ils et elles travaillent. Il y a cette idée de révéler finalement quels sont les phénomènes de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est hérité donc, de ce grand partage qui est notamment préconisé par Descartes. Donc, il va y avoir une définition très positiviste des sciences. Donc, je vous le disais, cette vision cartésienne elle va être remodelée par Auguste Comte. Alors, Auguste Comte, c'est quelqu'un qui a tenté Polytechnique, qui s'est arrêté, qui a été le secrétaire de Saint-Simon. Et il a élaboré une doctrine à propos des sciences et de la politique qui, à mon sens, est encore très vigoureuse aujourd'hui, en tout cas au moins implicitement. Alors, l'idée, c'est de dire quoi? C'est que la science, elle doit être désencastrée du monde social. C'est-à-dire que les scientifiques sont là non pas pour trouver des causes métaphysiques, mais sont là pour déterminer les lois de la nature. C'est ça la mission des scientifiques, telle que le préconise Auguste Comte et donc le positivisme. Cette science, elle est éminemment neutre, objective, c'est la forme la plus pure et la plus élevée de la rationalité. Pourquoi? Parce qu'elle est dégagée finalement de toute impureté métaphysique. Et c'est quoi l'impureté métaphysique? Finalement, c'est le monde social. Le monde social, là, il est violent, il est rationnel, alors que la science, elle est là pour expliquer justement les lois qui sont objectives. Dernière chose qui caractérise ce positivisme, ça va être d'instaurer une hiérarchie sociale des sciences. Et cette hiérarchie sociale des sciences, je pense que la plupart des gens qui ont été acculturés aux sciences et techniques eh bien, l'ont incorporée. Et c'est une hiérarchie qui est fondée sur la formalisation mathématique. C'est-à-dire qu'on va considérer que la science la plus sérieuse, c'est la science qui est la plus formalisée mathématiquement. Donc, on se retrouve avec une hiérarchie des sciences où on passe tout en haut les mathématiques, puis la physique, la mécanique, la chimie, la biologie, et souvent à la cave les sciences sociales quand on leur accorde le statut de science. Donc voici pour le rapport, alors j'essaie évidemment d'être concis, mais voilà, pour le rapport des ingénieurs aux sciences, et maintenant je vais essayer de vous parler donc de la conception plus générale du monde qui est portée par les ingénieurs. Alors les ingénieurs, aujourd'hui, j'en reparlerai, il y a une forme d'apolitisme qui est notamment issue de cette séparation positiviste et cartésienne entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la société. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des ingénieurs qui ont eu des projets déjà de réorganisation de la société, et notamment les Saint-Simoniens. Saint-Simoniens, très rapidement, c'est un mouvement d'idées qui a commencé au début du 19e siècle, qui a été
très éphémère, hein, entre 1825 et 1835, et vous avez des ingénieurs qui rêvent de coordonner l'ensemble des travaux de l'humanité, qui cherchent à organiser l'ensemble des activités sous l'égide des activités, de l'industrie, des activités productives. Et ils ont une vision très spécifique du politique, hein. Il s'agit d'un projet davantage technocratique, c'est-à-dire d'organiser la société selon la technique, selon un déterminisme technique. C'est comment fonctionne la nature qui doit finalement pousser à nous organiser d'une certaine manière. Et ces ingénieurs, ils proposent de substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes, autrement dit, instaurer un régime plutôt technocratique, donc avec des experts qui décident. C'est à ce moment-là que va commencer à s'instaurer un régime industriel. Alors, je fais le lien avec ce que j'ai pu vous dire précédemment sur la révolution industrielle, le début de l'industrie. Les Saint-Simoniens, ils préconisent l'instauration d'un régime industriel. Donc, régime, j'entends presque au sens des relations internationales, hein, c'est-à-dire une configuration avec des acteurs sociaux spécifiques, des institutions, des organisations, notamment économiques. Il s'agit donc, pour ce régime industriel, d'enrôler les sciences et techniques afin de transformer de résoudre les enjeux des problèmes industriels. Et dans ce régime industriel, l'État doit être restreint seulement à des actions de type réglementaire. Donc ça, je l'ai abordé un tout petit peu plus tôt, mais je peux le répéter, c'est vraiment les ingénieurs, qu'est-ce qui va leur permettre aussi d'avoir autant d'aplomb, hein, pour pouvoir faire des préconisations à la société? Eh bien, parce que le progrès dont je vous parlais, cette idéologie du progrès qui est censée faire advenir un âge d'or, eh bien, il va être sacralisé. Et il va même être doté d'une signification religieuse. C'est-à-dire qu'on va voir émerger une théologie de la modernité industrielle et finalement les innovations technologiques qui sont censées, je le répète, hein, faire procurer donc du progrès social et moral. Ces innovations technologiques, elles sont perçues comme des dons de Dieu. Donc l'ingénieur, il prend une place décisive, hein, c'est vraiment l'apôtre du progrès et l'agent qui met en œuvre la modernisation des sociétés. Alors la preuve, hein, c'est qu'on va voir émerger des récits mythiques autour des ingénieurs. Là, vous avez la statue de James Watt à Glasgow. James Watt, donc l'ingénieur écossais qui a déposé un brevet sur la machine à vapeur qui a été décisif. Donc James Watt, il y a des statues de James Watt, il y a des portraits et puis il y a des légendes qui vont émerger à ce moment-là. Donc vous prouvez que les ingénieurs à ce moment-là ont une place vraiment très importante. Dernier point sur ces ingénieurs et leur vision du monde, eh bien, ils incorporent donc un certain idéal de ce à quoi servir la technique. Alors, j'utilise le paradigme à Thomas Kuhn, hein, qui parle des paradigmes scientifiques. Alors, on peut tenter de l'appliquer à la question technique. Donc, qu'est-ce que c'est que le paradigme technique? Donc, c'est une façon de voir la technique, c'est la façon de voir les problèmes qui sont pertinents à prendre en compte, les tâches à accomplir, les schémas d'analyse, bref, finalement, tout ce qui constitue le quotidien d'un ingénieur, donc expert. Cette orientation de la technique, cette vision de la technique, autrement dit, ce paradigme technique, il s'est orienté d'une certaine manière, qui est souvent naturalisé, alors même qu'il n'est pas dénué d'une dimension arbitraire, il s'oriente vers une certaine direction qui est celle de la réduction des efforts pour les usagers et les usagères. Autrement dit, la technique, quand on conçoit un projet technique, il est censé réduire l'effort des personnes qui vont l'utiliser, il est censé être plus rapide que la technologie précédente, cette technique est censée être plus efficace que la technologie précédente, cette technique est censée rendre toujours les choses plus disponibles et les choses plus abondantes. Donc ça, c'est un peu la manière dont on conçoit la technique. Alors, il y a des anecdotes assez intéressantes, par exemple, des ingénieurs qui parlent en entretien, qui parlent de leur passion pour la low-tech et le fait que des collègues à eux sont écœurés par le terme low-tech. Ils prétendent que ça les fait vomir parce que la low-tech, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça ne suit pas, ça ne correspond pas aux idéaux du paradigme technique. Ça ne permet pas d'avoir les choses plus disponibles, plus rapidement, plus efficacement, etc. Donc, on voit à quel point cette vision, cette façon de concevoir ce à quoi doit servir un objet technique, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant et qui est déterminant dans les pratiques ensuite des ingénieurs. Pour finir, il y a une vision cartésienne de la technique qui finalement est une forme de transitivité entre la vision de voir les sciences, c'est-à-dire qu'on va apposer à la technique beaucoup de qualités que l'on attribue d'habitude à la science, et notamment l'idée qu'il existe une meilleure solution technique. Dans l'idéal, elle est automatisée, c'est-à-dire qu'elle est dénuée de parasitage humain, et donc on essaie de réduire les incertitudes qui sont toujours attribuées aux facteurs humains. Donc voici pour cette première partie un peu dense sur comment s'est constituée un peu la profession d'ingénieur et quelles sont les idées, les circulations des idées qui va caractériser cette profession à partir du 19e siècle. Et là, on va essayer de voir dans quelle mesure les défis écologiques qui sont posés, l'urgence écologique que j'ai évoquée plus haut, elle vient perturber, du coup, cette vision de voir la technique, cette vision de voir le monde. Alors, il faut se remettre dans le contexte
deuxième partie du XXe siècle, on observe, et ce que je vous disais dans l'introduction, un certain nombre de grandes catastrophes. Et ces catastrophes, elles vont susciter des sentiments de méfiance. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à fissurer cette idéologie du progrès, c'est-à-dire cette idée que tout progrès technique apporte nécessairement du progrès social et moral. Effectivement, des catastrophes comme Tchernobyl ou autres peuvent mettre en doute le fait que tout progrès technique est bon, notamment pour les personnes qui habitent relativement près. Et cette méfiance, elle va, à l'égard des progrès technologiques, elle va toucher à la fois l'opinion publique, mais elle va aussi se répandre au sein de l'État et parmi les ingénieurs des grands corps. Donc, il y a une méfiance à l'égard des conséquences de ces progrès technologiques, mais également une méfiance à l'égard de la capacité même de l'État à pouvoir protéger ses citoyens et ses citoyennes à l'égard de ces progrès technologiques. Donc, le mouvement est un mouvement écologiste français qui va, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va s'implanter à partir des années 1960-70, d'abord dans les pays anglo-saxons, puis en France. Il faut se souvenir que c'est dans les années 60 que va sortir l'ouvrage de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, qui va faire l'effet qu'il va y avoir un nombre de réactions assez conséquentes. Alors, l'écologie, c'est toujours une forme de dualité dans cette définition. C'est d'abord une science, c'est d'abord utilisé par Heinrich Haeckel au cours du 19e siècle. Alors, Heinrich Haeckel, c'est un naturaliste prussien qui va utiliser ce terme pour décrire les sciences des relations des organismes avec le monde vivant, autrement dit, les sciences des conditions d'existence. Néanmoins, le terme écologie va être également approprié dans le milieu politique, et notamment par ces mouvements sociaux. Et en fait, l'écologie, ça va décrire des préoccupations à l'égard des transformations majeures des sociétés et des risques courus, notamment en termes, et je vous le disais dans l'introduction, sanitaires et environnementaux. Alors, on peut s'interroger dans un premier temps de la manière dont les enjeux écologiques ont été pris en cause une fois qu'ils ont été popularisés par ces mouvements écologistes. Alors, ces mouvements écologistes, ils étaient très politiques dans les années 1960-70. On se souvient toutes et tous de luttes emblématiques comme le Larzac, comme Plogoff, comme Cress-Malville. Néanmoins, ces mouvements, ils vont se transformer au moment des années 1980. On va observer une montée en puissance des organisations non gouvernementales environnementales anglo-saxonnes et une marginalisation des actions de masse au profit de l'expertise. Alors, comment ça se passe en France ? Après l'élection de François Mitterrand, le gouvernement en place va autoriser les associations environnementales à accéder au conseil d'administration d'un certain nombre de groupes, et notamment d'entreprises publiques. Et donc, les mouvements écologistes, pour paraître sérieux, en fait, ils vont devoir développer une expertise scientifique et juridique. Donc, il ne s'agit plus de se mobiliser dans les rues, de faire de grandes manifestations pour revendiquer un changement politique. Il s'agit d'être pris au sérieux dans ces conseils d'administration. Et la manière d'être pris au sérieux, c'est de développer une expertise, c'est-à-dire de considérer que cette cause, elle se traduit en des termes scientifiques et juridiques. Cette cause, elle va être prise en charge par des instances internationales, notamment l'ONU. On pense notamment à la conférence de l'environnement en 1972. Il va y avoir une transformation de la conception de la cause. Donc, encore une fois, je vous le dis, on ne parle plus de changement politique, de changement économique. On parle d'environnement, de protection de l'environnement. Donc, il ne s'agit plus de parler de politique, mais simplement de parler de sciences, de techniques et de droit. Donc, ce sont des nouvelles solutions. Les solutions des mouvements des années 60-70, c'était un changement de société. Et là, la solution, c'est finalement plutôt de quantifier la nature, d'évaluer les impacts, d'évaluer les dégâts pour essayer de les prévenir, voire de les réduire au maximum. Donc, ça fait voir de nouvelles conceptions de la société. On va parler de société du risque et de société du développement durable. Néanmoins, il y a des controverses, c'est-à-dire que ce basculement d'une lecture politique à une lecture plutôt scientifique et technique de la cause, elle fait des émois, ça suscite des controverses. Alors, il y a ces controverses, elles touchent notamment à la manière dont on peut écologiser les sociétés, comment on prend en charge et comment on écologise pour éviter des conséquences dramatiques. Alors, il y a une première théorie qui est celle de la modernisation écologique, c'est celle qui est appliquée aujourd'hui dans les politiques publiques, qui est une solution de continuité entre le monde industriel qui s'est créé à partir du 19e siècle, dont je vous parlais, et la société écologique de demain. Cette théorie de la modernisation écologique, elle prétend que la transition écologique souhaitable, elle doit s'inscrire dans une économie de croissance, autrement dit, elle s'inscrit dans un modèle capitaliste, et ces promesses d'écologisation, elles se fondent sur des innovations technologiques, dont certaines peuvent paraître parfois un peu audacieuses, comme la géo-ingénierie, où il s'agirait de diffuser du gaz dans l'atmosphère ou de mettre de la chimie dans les océans pour pouvoir réduire les concentrations de gaz à effet de serre. Face à ces théories, on en trouve d'autres, des théories qui
reviennent un peu au goût du jour aujourd'hui avec certaines personnalités politiques. On a par exemple, on parle de théorie éco-socialiste ou éco-marxiste dans le champ des idées, et là, on est en rupture avec le régime industriel dont je vous parlais, qui s'est mis en œuvre au 19e siècle. Là, on est de nouveau sur l'idée d'une politique de rupture, donc reconfigurer les modes de fonctionnement des sociétés, reconfigurer le fonctionnement politique, économique des sociétés, et il s'agit là de réfléchir à la hiérarchie des intérêts à prendre en compte. Il s'agirait de reconfigurer, donc de rediriger les projets vers des questions de planification, de coopération, et éloigner plutôt des questions d'économie de croissance et de concurrence. Donc, je vous le disais, l'application de la théorie de la modernisation écologique, c'est ce qui se produit concrètement dans les actions publiques environnementales. C'est ce qui a caractérisé notamment la COP 21, où on est passé, par exemple, le protocole de Kyoto était un régime contraignant, alors que les accords de Paris sont des principes qui sont incitatifs. Donc, on voit de quelle manière ça s'incorpore vraiment dans les politiques publiques. Et en fait, l'idée pour écologiser les sociétés, c'est de confier au secteur économique la tâche de mettre en œuvre cette écologisation. Alors, très concrètement, et ça repose en partie sur la tâche des ingénieurs. Alors ça, je reprécise, c'est que cette modernisation écologique, elle fait des promesses technoscientifiques en disant les innovations vont nous permettre de nous sortir de ce marasme, mais qui doit mettre en œuvre ces innovations technologiques? Eh bien, ce sont les ingénieurs. De quelle manière on observe, de quelle manière le champ économique réagit face à cette exigence incitative d'écologisation? Alors, on trouve une écologie industrielle qui se développe, et c'est d'ailleurs souvent recherché par les ingénieurs écologistes, c'est-à-dire des entreprises, des industries qui cherchent vraiment à mesurer leur impact, à les limiter. Et ça passe notamment par un contrôle des flux de matière de l'entreprise. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. On a beaucoup de greenwashing aussi, c'est-à-dire des plans de communication qui sont souvent, d'une part, peu ambitieux et qui, d'autre part, sont souvent expriment simplement le respect à minima des normes réglementaires qui ont été votées, que ce soit au Parlement européen ou dans les parlements nationaux. Enfin, dernière mise en œuvre par ces organisations économiques, c'est une croissance verte, et c'est ce qui est préconisé par la théorie de la modernisation écologique. C'est l'idée de dire que le meilleur moyen pour protéger la nature, c'est le marché, et donc il faut attribuer une valeur, notamment une valeur économique et monétaire, finalement, à tout ce qui constitue la nature, c'est-à-dire l'ensemble de la biodiversité, et c'est ce qui va irriguer notamment le concept de service écosystémique, l'idée de dire qu'il faut qu'on donne une valeur et qu'on puisse évaluer cette valeur, notamment pour, si besoin, remplacer des ressources par une autre, trouver des équivalences, ce qui, d'un point de vue scientifique, est extrêmement contestable. Voilà pour le premier point sur la manière dont les enjeux ont été pris en charge dans une première mesure. Alors maintenant, je vais vous revenir plus expressément sur les ingénieurs. Les ingénieurs d'aujourd'hui, quand on fait des entretiens avec eux, quand il y a des enquêtes quantitatives, on voit qu'ils revendiquent une forme d'apolitisme. On ressent un très faible intérêt pour les enjeux sociaux et politiques. Alors, il y a des indicateurs plutôt objectifs, c'est que les ingénieurs sont par exemple très peu présents dans les organes représentatifs, à la fois syndicaux et politiques. On retrouve très peu d'ingénieurs, à la fois au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi il y a cette forme d'apolitisation? Eh bien, parce que beaucoup d'ingénieurs ont incorporé cette vision positiviste cartésienne de la séparation entre la culture et la nature. Ils se font référence, ils se revendiquent d'une rationalité scientifique, neutre, objective, supérieure finalement à toutes les autres rationalités, notamment celles qui accourent dans le champ politique. Et ces ingénieurs, ils considèrent fréquemment les débats politiques et sociaux comme des débats irrationnels, notamment du fait que ces débats ne font pas appel à la raison scientifique. Alors, comment ces ingénieurs se sensibilisent aux enjeux écologiques? Alors, plusieurs modes de sensibilisation. Il y en a un qui est assez spécifique aux ingénieurs, c'est des ingénieurs qui sont susceptibles, qui sont attentifs au discours d'autres ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui sont devenus des entrepreneurs de cause. Alors, ce que j'entends par entrepreneurs de cause, ce sont des individus qui sont reconnus professionnellement, symboliquement, socialement, et qui donc peuvent médiatiser une cause et être entendus. Alors, des personnes dans cette catégorie-là, il y a Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien, diplômé également de Télécom Paris. Il y a Philippe Biwix, ingénieur centralien, et une personne morale qui serait donc le GIEC. Et le fait d'avoir un discours scientifique, proposer un diagnostic scientifique des enjeux écologiques, c'est quelque chose qui sensibilise beaucoup les ingénieurs parce que c'est un langage qui est parfaitement intelligible par les ingénieurs, puisque souvent dénué de dimension politique ou économique.
Et ces discours, ce qui les caractérise, par exemple les discours de Jean-Marc Jancovici, eh bien, c'est souvent des connaissances qui sont censées être prescriptives de normes. C'est-à-dire que quand Jean-Marc Jancovici propose une analyse des enjeux énergie-climat, eh bien, derrière, il y a des normes d'action. C'est-à-dire qu'il faut changer ses comportements individuels, il faut aussi changer les modes d'action politiques et économiques. Alors, les ingénieurs, ils se sont mis à agir dans tout un tas d'arènes. Alors, ce que j'entends par arène, c'est presque le sens littéral, hein, mais on peut utiliser ça avec un sens plus sociologique, c'est-à-dire des arènes, c'est-à-dire un espace spécifique avec des acteurs qui sont pris dans un champ avec des institutions. Donc là, je vais parler de 3 arènes, les arènes professionnelles, les arènes scolaires et les arènes politiques. Alors, beaucoup d'ingénieurs essayent d'agir d'abord de l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'essayer de convaincre ses pairs, de convaincre le comité exécutif, les comités de direction, de changer les actions des entreprises pour essayer d'avoir un meilleur impact, hein, toujours avec cette idée de mesurer les conséquences des actions. Et il y a ces tentatives pour essayer de peser sur les pratiques de l'entreprise. Alors, ces actions, elles sont souvent très frustrantes pour les ingénieurs, puisque en fait, quelque chose s'est passé dans les années 80, c'est la mondialisation, et dans beaucoup d'entreprises, les managers se sont substitués aux ingénieurs en termes de direction, de décision importante, et souvent, les ingénieurs ressentent beaucoup de frustration dans la mesure où ils et elles n'arrivent pas très concrètement à faire changer les choses, puisque, en dernière analyse, c'est les considérations économiques qui priment. On a aussi beaucoup d'ingénieurs, et je pense qu'ici, je viens parler pour en parler, des ingénieurs qui essaient de faire bouger les choses dans l'arène scolaire, et notamment dans les écoles d'ingénieurs. Alors, jusque récemment, les actions étaient plutôt portées sur les petits gestes, une dimension plutôt morale, hein, essayer de supprimer les touillettes à la cafétéria, mais il y a de nouvelles revendications qui ont émergé depuis la fin des années 2010 et qui concernent les offres de formation. Alors, ces revendications, elles sont de 2 types. C'est d'une part, essayer que les enseignants et les enseignantes abordent, enfin, il y a une demande formelle, explicitée à propos des enseignants et des enseignantes, c'est qu'ils et elles abordent les conséquences écologiques ou socio-écologiques des technologies qu'ils et elles enseignent. Et la seconde revendication, souvent, c'est de demander qu'il puisse y avoir des cours de sciences humaines et sociales, notamment pour acquérir des connaissances réflexives et critiques à propos de leur future profession, de leur futur métier. Donc, ces élèves ingénieurs, souvent d'ailleurs accompagnés d'enseignants et d'enseignantes, essayent de se mobiliser pour faire naître du débat en interne, et un débat qui doit englober tout le monde, c'est-à-dire à la fois le corps enseignant, le personnel administratif et les autres élèves. L'arène politique, et j'imagine que vous en doutez après que je vous ai parlé de cette notion d'apolitisme à propos des ingénieurs, cette arène politique, ce n'est pas la première qui a été mobilisée par les ingénieurs. Néanmoins, ce qu'on observe depuis la fin des années 2010, et ce que moi j'observe dans mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, notamment des jeunes, hein, c'est-à-dire soit encore en études, soit tout jeunes diplômés, qui font l'acte d'un échec. L'échec de la manière dont les enjeux écologiques ont été pris en charge jusqu'à maintenant, c'était la partie précédente. Donc cet échec, il concerne finalement l'ensemble des solutions politiques et économiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Et cet échec, cet aveu d'échec, il est largement communiqué par exemple par Jean-Marc Jancovici, qui, avec son charisme, ne se prive pas effectivement de critiquer les actions politiques environnementales mises en œuvre jusqu'à présent. Donc on a des ingénieurs qui investissent, alors je veux dire massivement, mais je veux dire, on n'est pas sur des masses critiques, hein, on n'est pas sur du 51% d'élèves ingénieurs. Mais si on compare à avant, temporellement, c'est massif par rapport à il y a 10 ou 20 ans. On a beaucoup d'ingénieurs qui vont créer des organisations militantes associatives ou qui vont adhérer à des organisations militantes. L'arène politique, elle est plus considérée comme quelque chose de sale ou d'irrationnel, ça devient finalement, et ça on reconnaît le côté pragmatique des ingénieurs, hein, le côté pragmatique, cette idée de résoudre un problème, hein, de faire fonctionner ou de trouver une solution. Bien, de manière pragmatique, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'élèves ingénieurs vont commencer à envisager le champ politique comme un espace légitime de mobilisation. Et moi, dans les entretiens, beaucoup d'ingénieurs me disent qu'on est forcé de faire de la politique. On est forcé parce que finalement, on a tenté plein de choses et que rien n'a marché, donc il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça pour essayer de trouver une solution. Donc, on a des ingénieurs qui tentent, par exemple, l'expérience du boycott professionnel. Donc, il y a une association qui s'appelle Pour un réveil écologique qui a dressé une liste de critères, une liste d'exigences, des exigences sociales, écologiques, qui sont des exigences qui sont transmises aux entreprises. Et si ces entreprises refusent de satisfaire ces exigences ou ne se montrent pas assez coopératives, eh bien, ces ingénieurs disent on va boycotter ces entreprises. Et on a enfin des ingénieurs qui n'hésitent plus, même si on n'est pas encore une fois sur des masses critiques, mais qui n'hésitent plus à participer aux mouvements sociaux. C'est-à-dire, on a eu des ingénieurs mobilisés pendant les Gilets jaunes, on a des ingénieurs qui participent aux actions d'Extinction Rebellion qui occupent des sites, on a des ingénieurs qui partent dans les ZAD, etc., etc.
Alors, j'en reviens sur les formations. Dernier point sur les formations. Alors, très rapidement, juste revenir sur l'importance des formations d'ingénieurs dans l'histoire. Le fonctionnement des premières écoles, il est très disparate. Ce sont des écoles qui se forment au cours du XVIIIe siècle. Elles n'ont pas toutes un enseignement sur place. Souvent, il y a des stages. Parfois, il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas du tout de formation uniforme dans ces écoles. Les premières écoles, c'est celles qui sont à l'écran, donc pont et chaussée, génie mézières, génie maritime, puis l'école des mines, qui va être fermée à la fin du XVIIIe siècle, puis réouverte. On a une réorganisation des formations d'ingénieurs au moment de la Révolution française. On va avoir l'école polytechnique qui va être créée en 1794 et qui va devenir le passage obligé pour ensuite permettre aux ingénieurs d'aller se spécialiser dans des écoles qui vont devenir des écoles d'application. Cette formation à l'école polytechnique est généralement de 2 ans, puis il y a une spécialisation dans ces écoles, ce que je viens de dire. Puis à partir du 19e siècle, et c'est ce que je vous disais précédemment de ce passage des ingénieurs des corps d'État à l'industrie, on va avoir des écoles qui vont permettre aux ingénieurs de faire un nouveau métier au sein de l'industrie, et notamment, ça va être lié avec l'émergence de l'école centrale, notamment qui s'appelle en 1829 l'école centrale des arts et manufactures. Alors juste anecdote, cette création de l'école centrale et ce décalage vers l'industrie, ça va permettre finalement à une classe bourgeoise d'accéder au métier d'ingénieur, puisque après la Révolution, il y a une nouvelle épreuve qui apparaît dans le concours polytechnique, c'est une épreuve d'escrime. Alors, on ne voit pas immédiatement le lien avec les mathématiques. L'hypothèse qui est généralement formulée, c'est que c'est une sélection sociale, puisqu'on a plus de chances d'avoir pratiqué l'escrime quand on est enfant de la noblesse que quand on est enfant de la petite bourgeoisie. Mais voilà. Enfin, dernière chose, et ça c'est une caractéristique qui est vraiment très contemporaine, les formations d'ingénieurs, on peut vraiment les considérer comme des institutions enveloppantes dans la mesure où ce sont des établissements qui vont concentrer l'attention et les activités quotidiennes des élèves ingénieurs, notamment par une vie associative extrêmement développée. Et ce sont les lieux où ils sont censés incorporer des dispositions qui vont leur servir pour leur profession, des dispositions scientifiques, des connaissances scientifiques, mais également pragmatiques. Et donc, il n'est pas tout à fait étonnant, il n'est même pas du tout étonnant que les écoles d'ingénieurs deviennent des terrains de lutte pour les revendications écologistes des ingénieurs. Ces ingénieurs qui se mobilisent au sein des écoles, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans les réflexions, on retrouve des éléments qu'on peut voir émerger lorsque la profession se structure au XVIe siècle. Et notamment, on revient, alors moi, c'est une question qui est toujours assez saisissante quand je la pose, c'est qu'est-ce que c'est pour vous être ingénieur? En général, j'ai un silence qui suit avec un peu un malaise. Et donc, c'est pas inintéressant de voir que quand les ingénieurs cherchent à comprendre comment, ou à savoir comment on pourrait transformer le métier d'ingénieur pour prendre en compte les questions écologiques, on revient à la définition finalement qui va être déterminée au XVIe siècle, qui est que finalement l'ingénierie, c'est aussi un art au sens des arts et métiers, et que l'art des ingénieurs, c'est finalement donc, faire appel à l'esprit et tenter de déterminer la meilleure décision possible quand on nous pose un problème complexe. Le métier d'ingénieur, il est difficile dans la mesure où on demande aux ingénieurs de combiner des choses très hétérogènes. On leur demande de combiner des choses qui viennent du monde social, des intentions, autrement dit un cahier des charges, et on leur demande de combiner ce cahier des charges, avec les lois de la nature, avec les lois de la thermodynamique, avec les lois de la chimie organique, etc. Donc ces ingénieurs, eh bien, il y a beaucoup d'ingénieurs, pas tous et pas toutes, mais qui cherchent à redéfinir leur métier, ou quel serait le métier d'ingénierie durable ou soutenable, et qui donc essayent d'expliciter les intentions qui sont généralement rectrices des activités d'ingénieur une fois qu'ils et elles sont diplômés. Et on se rend compte que ces intentions, elles sont principalement économiques. Quand on fait des entretiens avec des ingénieurs d'entreprise, eh bien, les contraintes, elles sont généralement d'ordre économique. Il faut quelque chose de rentable, il faut quelque chose de rapide. Et on retrouve finalement la vision de la technique que j'ai pu expliciter tout à l'heure. Ces ingénieurs, donc beaucoup d'entre eux et elles cherchent à comprendre de la meilleure façon possible le monde social. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette demande d'avoir des cours de sciences humaines et sociales pour comprendre d'autres aspects, voir le monde sous un autre prisme que celui purement des sciences et techniques, et de voir ça avec un œil parfois plutôt économique, plutôt sociologique, politique ou autre. Ces ingénieurs qui se mobilisent notamment dans les formations, eh bien, ils prennent acte du fait que leur métier, le métier de scientifique et d'ingénieur, il est parsemé d'incertitudes. C'est-à-dire que les objets qu'ils et elles travaillent, on a beau avoir des connaissances extrêmement poussées, extrêmement pointues sur tout un tas de domaines, il y a toujours des incertitudes qui restent, et notamment du fait qu'on travaille beaucoup sur des objets en laboratoire, et qu'on sort ces objets du laboratoire, il y a plein de choses qu'on n'avait pas pris en compte qui se passent. Et si, on pense, si par exemple on pense
aux pesticides, et bien effectivement, si le but c'est de réduire, d'éviter les mauvaises herbes, et bien effectivement, c'est un produit qui marche extrêmement bien, c'est un produit d'ingénierie qui est extrêmement efficace. Bon, si on prend ce même pesticide et qu'on l'insère dans le corps humain, eh bien, si on voit donc un autre objet qui est issu du corps humain, on se rend compte que ça a des conséquences qui sont un peu moins désirables. Je prends l'exemple des pesticides, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, évidemment. Donc, il y a cette idée, beaucoup d'ingénieurs qui reviennent un peu de cette superbe du 19e siècle, l'idée que les sciences et techniques pouvaient décrire l'ensemble du monde, et de dire, et en fait, il y a cet aveu un peu d'humilité qui est intéressant, de dire qu'effectivement, les sciences et techniques permettent de voir le monde sous un œil extrêmement passionnant, mais on ne peut pas le voir dans son entièreté. Et ça, c'est pas une réflexion finalement qui est très récente, puisque Aristote le disait déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une part d'ombre, on n'arrivera jamais à voir l'objet dans sa totalité. C'est-à-dire que si on prend comme objet de l'eau, moi qui suis hydraulicien, j'ai une façon de concevoir l'eau comme un écoulement, et j'ai pas du tout la même façon. Enfin, quelqu'un qui travaille en biochimie aura une vision de l'eau complètement différente de la mienne. Donc, il y a une critique exprimée par ces élèves ingénieurs sur la conduite de l'ingénierie, prenant en compte toutes ces considérations. Dès qu'il y a un monopole exercé par l'industrie dans le développement des technologies, avec l'idée que ces technologies façonnent aussi le monde social. Donc, finalement, il y a ce monopole de l'industrie sur la conduite du monde, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Et il pointe London Engineering, c'est-à-dire l'ingénierie qui n'est pas faite, parce que c'est une ingénierie qui ne répond pas à un certain nombre de critères, que ce soit qui ne correspondent pas à l'idéal de la technique ou bien qui ne soit pas économiquement intéressant. Donc, il y a cette tentative de vouloir rediriger les métiers de l'ingénierie, de dénaturaliser le cahier des charges qui est souvent imposé ou en tout cas forcément incitatif en entreprise pour prendre en compte d'autres considérations dans ce cahier des charges, dans ses intentions sociales et notamment des questions d'éthique, de responsabilité, etc. J'en arrive à la conclusion de cette présentation sur les ingénieurs et l'écologie. Alors très rapidement, bon, j'essaie de vous convaincre, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est que les objets façonnés par les ingénieurs, puisque les ingénieurs sont effectivement très présents dans la communauté technique, là, ces artefacts, ils refaçonnent l'organisation des sociétés, c'est-à-dire une société sans voiture ou sans téléphone portable, c'est une société qui est extrêmement différente de la nôtre. Je pense que c'est pas la peine de justifier davantage. Et que quand les ingénieurs, ou plus généralement quand on s'interroge sur le bienfait d'une technologie ou sur un objet technique, eh bien, on s'interroge aussi sur le fonctionnement social, sur l'organisation dans laquelle il s'insère. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ou des OGM. La question, c'est quelle société ça donne. Est-ce qu'on trouve ça souhaitable? Les ingénieurs, ils sont au cœur de ces changements sociaux. Et ces ingénieurs, il y en a beaucoup. Encore une fois, je n'ai pas de chiffres à vous donner, je pense que c'est une tendance. Ces ingénieurs, ils ressentent pour beaucoup la nécessité de s'investir en politique, pas nécessairement de manière partisane, mais en fait de prendre leurs responsabilités et de dire effectivement, notre activité a une influence sur l'entièreté de la société. Il faut qu'on prenne notre responsabilité, qu'on investisse le débat de qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on trouve désirable. Dernière chose, et on voit émerger un mode d'action assez intéressant, et ça se révèle notamment dans le discours des élèves d'AgroParité que vous avez sans doute entendu le 30 avril dernier, l'idée d'une cause engineering, c'est-à-dire de faire de l'ingénierie au service d'une cause, en l'occurrence écologique, de refuser cette distinction entre de l'action à l'intérieur et de l'action à l'extérieur, et cette idée d'avoir un impact sur le monde et de ne pas juste être passif, notamment du fait qu'on a acté les échecs des mesures jusqu'à présent mises en œuvre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'ai l'impression d'avoir été un peu dense. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et je vous remercie encore. Oui, je t'entends très bien. J'ai une question. Après, la première, concerne, là, dans la présentation, ça change, oui, c'est où? Ouais, voilà, c'est pas très bien comme ça. Ouais, tu as beaucoup parlé du cadre en fait, français. Et on sait que les instruments, ils sont un écart, ils sont pas mal variés, même ne serait-ce que voilà, en Angleterre, typiquement, l'époque de l'apprentissage, avec le pilotage, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des travaux un peu parallèles au tien dans ce contexte national? Et quelle différence est-ce que dans la parité, si ces travaux sont réussis à mettre en lumière au rapport de la par rapport aux constitutions de la science et de la façon dont on se
Alors, c'est vrai que les formations, c'est vrai que moi, je me concentre sur le cas français. Les formations d'ingénieurs, il y a quand même une spécificité franco-française. Par exemple, les formations d'ingénieurs dans les pays anglo-saxons sont très différentes et c'est une culture qui est très différente. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on parle de civil engineer dans les pays anglo-saxons et c'est un type de métier qui est tout de suite celui d'expert industriel. Alors qu'en France, il y a cette dualité qui s'installe à partir du 19e siècle et une dualité qui a son importance parce que le modèle, ça reste un peu celui de l'ingénieur polytechnicien. La Polytechnique trust tous les classements et essaie de ressembler, hein, de parvenir au niveau de Polytechnique. Et donc, on a une présence des ingénieurs dans les corps de l'État qui n'a aucun équivalent, enfin, à ma connaissance. Alors, est-ce qu'il y a des recherches, notamment sur les formations anglo-saxonnes? Pas à ma connaissance. Bon, il faut savoir que le monde de l'ingénierie, c'est pas celui qui passionne le plus les sciences sociales. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'épargne pas de recherche sur le sujet. Et bon, il y a un collectif qui s'est monté, hein, et le collectif EPSI, études pluridisciplinaires sur l'ingénierie, donc qui essaie de combler ce manque. Donc, je n'ai pas connaissance de travaux sur des formations, donc des ingénieurs hors de France sur les questions écologiques. Donc, malheureusement, j'aurais du mal à répondre à ta question. Bon, voilà, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord, plus fort. J'avais une deuxième question aussi, c'était par rapport à, lorsque tu parlais au 19e siècle sur l'émergence justement de cette conception des sciences et des techniques. Il me semble on sait qu'en gros, il y a eu tout un passage un peu ambigu où ce discours sur la science et la technique, en fait, en réalité, il était porté de manière rhétorique par les scientifiques en question. Ce n'était pas forcément une conception qu'ils avaient, mais c'était un usage rhétorique de cette conception, par exemple, gagner leur autonomie par rapport à des questions matérielles, qui aussi travailler dans certains cadres professionnels qui ne permettaient pas de mener les recherches qu'on souhaitait faire. Et du coup, je me demandais s'il y avait eu des travaux justement sur cette rhétorique-là et comment, justement, dans la même mesure, dans la mobilisation actuelle, le renversement de conception, dans quelle mesure ils réutilisent ce type de rhétorique ou pas, d'une manière inversée. Est-ce qu'on peut faire un lien dans les rhétoriques qui sont mobilisées justement à ces deux époques pour réencastrer les sciences? Non, alors il y a des ouvrages passionnants sur effectivement le phénomène que tu décris, effectivement cette rhétorique sur la science, mais qui va être finalement, qui part d'une rhétorique qui va finalement être pris au pied de la lettre. Bon, c'est intéressant, c'est effectivement, c'est le fait de dire on sépare la science de la nature, c'est un argument, un très bon argument pour dire laissez-nous tranquilles et laissez-nous travailler comme on le souhaite. C'est vrai qu'il y a là-dessus, d'un point de vue social, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne très bien. Bon, ce qui est intéressant, c'est un discours qui émerge aussi au moment où les scientifiques vont être vraiment enrôlés, en particulier dans le milieu industriel, dans le milieu militaire. Donc, il y a cette forme de paradoxe où, au moment où émerge cette idée que les scientifiques doivent être autonomes, c'est le moment où ils collaborent le plus avec le secteur industriel-militaire. Il y a des ouvrages très intéressants. Il y a Dominique Pestre, notamment Guillaume Carlino, qui ont travaillé sur ces sujets-là, à Amida. Donc, je pourrais les noter et les envoyer si tu souhaites. Donc, il y a effectivement cette invention de la science. Oui, elle est documentée. Là, je te donne des sources de francophones, hein, mais il y a aussi des sources anglophones très, très intéressantes. Je pense aussi à Jean-Baptiste Fresso. Il y a tout un pan de l'histoire, un pan de l'histoire environnementale en France qui est extrêmement dynamique et vraiment extrêmement passionnant. Donc oui, il y a des recherches. Alors, comment c'est utilisé aujourd'hui? Je trouve que moi, moi, je travaille sur les ingénieurs militants, donc qui s'engagent dans des organisations généralement associatives militantes. Donc, ce n'est pas du tout le même discours qu'on peut trouver chez des ingénieurs écologistes engagés hors du militantisme. Je dis ça parce que Adrien Coutan travaille plutôt sur les ingénieurs qui s'engagent pour l'écologie, mais plutôt au sein de leur entreprise. Et quand on discute, on se rend compte qu'on a des discours qui sont vraiment pas du tout les mêmes, vraiment parfois diamétralement opposés. Et moi, les ingénieurs avec lesquels j'échange pour les entretiens, il y a vraiment une critique du technosolutionnisme. Et ça, c'est quelque chose, ça revient, c'est une quasi constante. Alors moi, je n'ai pas un échantillon représentatif, mais sur 40 personnes qui ne se connaissent pas et qui sont engagées dans des associations différentes, c'est intéressant de voir une forme de régularité avec cette idée qu'effectivement, on fait peser sur nos épaules, nous, en tant qu'ingénieurs, la charge de devoir prendre en compte ce problème qui est quand même colossal, alors même qu'en fait, on ne demande pas notre avis si c'est possible. J'ai des amis à Airbus qui me disent, voilà, l'avion à hydrogène, nous, au bureau, personne n'y croit.
alors même qu'il y a un investissement colossal, alors même que c'est des choses qui sont professées dans les discours institutionnels. L'avion hydrogène va nous permettre de sauver l'aéronautique. Moi, à titre personnel, j'en ai aucune idée. Enfin, je suis là, mais même si je le savais, je ne serais pas là pour donner mon avis. Mais il y a vraiment alors, il y a une forme de... Il y a un déplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée que les sciences et les sociétés sont complètement séparées. Souvent, c'est une forme de ce que Alvin Weinberg appelle une forme de transscience, où on mesure qu'il y a une interaction, mais de là à dire que l'activité scientifique, c'est une activité purement sociale, bon, il y a encore, voilà, il y a toujours des restes un peu positivistes qui restent et qui font un peu obstacle, mais si tant est qu'on considère que les activités scientifiques sont purement sociales. Mais en tout cas, effectivement, il y a justement cette critique de... Et on voit à l'époque, pour reprendre cette cérémonie de remise des diplômes d'AgroParisTech, il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué ce discours en disant mais n'importe quoi, les sciences sont neutres, oui, elles sont peut-être mal utilisées, mais donc on voit que les ingénieurs, on leur oppose ces arguments que leurs prédécesseurs avançaient pour justifier leur position. Pour vous dire sur AgroParisTech, j'ai été aussi agréablement surpris de voir la quantité de réponses qui étaient positives par rapport à ce truc-là. Pour moi, en date que j'avais sur l'ingénierie, c'était quand même il y avait Clément Chouan, ok, il y avait ce technique, il y avait le film Imaginaire pour demain. En termes de retentissement, le film Imaginaire pour demain avait été quand même assez fort. Mais celui-là, quand j'avais un peu les commentaires, il y avait une proportion de gens qui était assez forte en accord ou pas une critique frontale de voilà, la technique des notes qui se passe. Ça, c'est une commentaire que je ne sais pas. Parce que réellement, je trouve que les proportions ont évolué entre ceux qui critiquaient d'emblée ce positionnement-là et les échos qu'on peut retrouver de gens qui sont plutôt d'accord, au moins qui savent faire sortir des... Alors, ça serait compliqué. Alors, en fait, j'ai pas de données qui puissent me pousser à dire il y a eu plusieurs réactions positives ou négatives. La seule chose que je constate, c'est qu'il y a eu plus de réactions que lors du discours de Clément Chouan en 2018. Donc, ça, pour moi, il y a aussi une signification à trouver là-dedans. On voit que c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Alors, ça concerne toujours une minorité de personnes, mais en tout cas, c'est un sujet qui gagne de l'ampleur. Et ce que j'observe aussi, c'est dans l'évolution de ces discours, parce que les étudiants, les élèves d'AgroParisTech ne sont pas les premiers, les premières à se saisir de ce mode d'action qui est de donner un discours militant à un événement public. On avait Clément Chouan, il y avait un étudiant l'année suivante encore à Centrale Nantes, il y avait des ingénieurs polytechniciens. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du discours. Et on a un discours qui est qui est très politique, qui met en cause, qui parle d'agro-industrie, qui parle de capitalisme, le fait que les ingénieurs sont finalement sont juste là pour maintenir l'ordre existant. Enfin, il y a une critique sociale qui est beaucoup plus radicale que dans le discours précédent. Et je pense qu'effectivement, mais cette possibilité, les conditions de possibilité d'adhésion à ce discours, elles commencent à se réunir. Donc, il y a effectivement des rapports scientifiques, un diagnostic scientifique qui ne cesse de s'étoffer sur ce qui se passe, mais il y a aussi un désenchantement du métier. C'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, on observe beaucoup d'ingénieurs qui sont extrêmement déçus quand elles arrivent en entreprise. Alors, évidemment, pas tous et toutes, mais il y a un certain nombre qui sont très déçus parce qu'ils pensaient pouvoir être autonomes, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire la meilleure technique possible. Et en fait, ils ont parfois un travail qui est extrêmement ennuyeux. Parfois, ils sont très contraints par des décisions managériales ou de la direction qui sont orientées purement vers la question de la rentabilité, de la compétitivité. Je pense qu'il faut le dire explicitement. Donc, beaucoup d'ingénieurs qui deviennent critiques de l'industrie, alors même que dans les discours, on pense tout de suite à une forme d'affinité entre les ingénieurs et l'industrie. Enfin, en tout cas, historiquement, c'était le cas. Et le fait d'avoir aussi ce désamour qui grandit encore pour une fraction minoritaire, mais qui quand même s'amplifie, je pense que ça crée les conditions de possibilité pour adhérer à un discours plus radical et plus de rupture sur ces questions-là. Donc, voilà, pour moi, c'est l'une des pistes d'explication sur le fait qu'il y ait eu autant de résonance sur ce discours des élèves d'AgroParisTech. Sur la question de la culture de science, c'était pour savoir si les ingénieurs aujourd'hui, donc j'avais pas ensuite que c'est tout ça, je crois que c'est aller aussi loin dans les contestations. Mais ne serait-ce que dans le séminaire, on a eu du mal à prononcer les mots de capitalisme. Je crois que c'est la première fois qu'on voyait Marx en interprétation de l'alternative. Alors pourtant, on a beaucoup de chemin de trouver, la propriété privée, l'industrie, le manque de démocratie, la décision de politique.
Et moi, il y avait une crainte que j'avais, peut-être que vous ne pas tomber. C'était sur la capacité des ingénieurs à mobiliser encore plus de logique, pas dans son marxisme, mais sur la démocratie, sur le temps politique de la place, pour permettre une transition qui ne résout pas que le problème écologique, et qui peut aussi permettre d'adresser les problèmes de question de genre, racisme, systémique, et aussi des questions de classe. En évitant d'oublier beaucoup des situations, si on ne peut pas mobiliser la légitimité institutionnelle que nous on a, et quand on prend la parole, on voilà, voilà, est-ce que cette bataille est. Il y a vraiment un décalage entre la théorie politique et la position Excuse-moi, est-ce que tu peux. J'ai mal entendu, est-ce que tu peux reformuler la fin de ta question? Pardon. Non, est-ce qu'il y a vraiment un danger que les ingénieurs d'aujourd'hui connaissent mal encore plus de la théorie politique et ne puissent pas adresser les problèmes de racisme, d'impérialisme dans leur traitement de la politique, mais après amener à des solutions qui ne sont pas en occupation pour une situation de. Ok, alors, bon, après, il y a une dimension un peu normative dans ta question où il y aurait peut-être une bonne manière. Alors, moi, effectivement, je ne positionnerai pas sur la bonne manière. Après, ce qui est intéressant, c'est effectivement, moi, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais j'observe une politisation instrumentale. C'est-à-dire que pour trouver une solution au problème qui est celui de l'écologie, prendre la politique comme un instrument pour le résoudre. Et c'est pour ça que je parlais des ingénieurs qui me disent on est forcé de faire de la politique. On sent que ce n'est pas un plaisir a priori, mais que c'est une forme d'obligation pour trouver une solution. Après, c'est dans ces ingénieurs militants écologistes, il y a des interprétations très différentes de qui sont les responsables. Alors, si on considère que l'engagement, c'est définir un problème, définir un responsable et définir des revendications, souvent, sur la définition du problème, il y a plutôt un consensus, c'est le diagnostic scientifique. Après, la question, c'est quelles sont les chaînes de responsabilité et quelles sont les revendications pour trouver des solutions au problème. Alors, les questions de responsabilité, il y a des gens, alors très concrètement, moi j'entends des discours où c'est le capitalisme industriel, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme technologique, enfin des discours qui sont sourcés avec des auteurs, des références. Voilà, des ingénieurs qui disent moi je suis éco-anarchiste, voilà, et on me cite Guy Debord, c'est des choses que je ne suis pas forcément préparé à l'avance, donc c'est extrêmement intéressant. Et on a des personnes qui disent voilà, effectivement, le capitalisme, bon, mais en même temps le communisme, voilà, il faudrait trouver une troisième voie. Est-ce qu'on peut vraiment se passer des organisations industrielles? Je ne pense pas. Il y a une forme de viscosité, finalement, des idées qui sont aujourd'hui plutôt hégémoniques. Et notamment, Pierre Bourdieu et Luc Boltanski définissent quelque chose en 1978 qui est l'idéologie de la fin des idéologies. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire, l'URSS est tombé, il y a des lois économiques intangibles, et c'est la bonne manière. Hein. C'est « there is no alternative », disait Thatcher. Et en fait, tout ce qui pourrait donc être un discours alternatif va être perçu comme militant, politique, engagé, donc suspect, et donc peu crédible. Et donc, il n'est pas tout le temps, enfin, je veux dire, c'est pas pour défendre qui que ce soit, mais c'est qu'effectivement, on sent cette difficulté, cette tension d'avoir cette interprétation politique, parce qu'effectivement, il y a, encore une fois, cette sédimentation, cette viscosité d'une idéologie qui a fait long feu, puisqu'on la retrouve encore, à mon sens, encore aujourd'hui. Donc, on trouve des ingénieurs qui ont des interprétations extrêmement tranchées, et je trouve que d'ailleurs, presque tout change, je disais pour le terme, mais parce que c'est que des pragmatiques où, une fois qu'il y a un côté très un problème, une solution, et une fois, bon, moi j'ai des démonstrations dans les entretiens, vous comprenez, le capitalisme, ça fonctionne comme ça, l'impérialisme comme ça, donc CQFD, il faut devenir éco-anarchiste. Et c'est assez différent, enfin, je trouve assez intéressant. Donc voilà, on trouve ces deux types, je finis la réponse, on trouve ces deux types de réactions. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous travaillez sur la façon dont les autres personnes qui ne sont pas ingénieurs encaissent, acceptent ce changement et pour certains, cette intrusion dans ce qui était leur chasse Internet? Je prends par exemple, moi je suis un debunker souvent, je vois un sujet arriver sur les médias, je vais aller chercher cette étude scientifique pour aller arriver à un niveau de connaissance du sujet et dire non, les 15 experts qui nous passent à la télé, ils ne sont pas au niveau. Il semblerait que le consensus scientifique dise ça et le débat est hors sujet. Et je sais que c'est très bien qu'il y a de plus en plus de débunkers.
Mais la question, c'est est-ce que vous regardez comment réagissent les gens de cette intrusion de l'ingénieur dans un domaine qui était autrefois réservé presque à l'idéologie? Vous voulez dire l'intrusion des ingénieurs ou l'incursion des ingénieurs sur des thèmes autres que l'ingénierie, notamment les thèmes sociaux et politiques? C'est pas que. Les débats de société, prenons l'exemple du glyphosate. Le débat de société sur est-ce qu'il faut interdire ou pas le glyphosate a été porté par des personnes qui n'avaient plus de compétences sur c'est quoi le glyphosate. La plupart des gens pensaient que c'était un pesticide alors que c'est un herbicide. Et ça a été fait le débat a été mené en défi du bon sens. Et la méthode d'un ingénieur, c'est de se renseigner et d'essayer de parler en connaissance de cause. Non. Et comment réagissent les gens aussi bien quand on utilise des pratiques d'ingénieur sur un domaine qu'on n'utilisait pas avant, ou quand on vient se mêler de débat sociétal, d'un débat, mais qui est sur une base technique. Oui, après, alors, pour rebondir ce que vous disiez sur le débat sur le glyphosate, bon, le champ médiatique, il a ses règles, effectivement. Bourdieu écrivait déjà dessus à un moment, et bon, la logique, c'est celle de l'audience et du spectacle. Donc, effectivement, enfin, finalement, je ne sais pas si, c'est une hypothèse que je propose, je ne sais pas si dans les considérations qui sont prises en compte pour mener des débats d'experts, il y a l'idée de produire de la connaissance intéressante pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Bon, c'est une hypothèse que je pose, qui est peut-être évidemment contestable. Pour les ingénieurs alors c'est intéressant comment les ingénieurs se saisissent des sujets autres que ceux de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de calcage d'un raisonnement très mathématique, un raisonnement très démonstratif, très hypothético-déductif, à des sujets qui finalement ne sont pas des sujets qui peuvent être saisis avec cette méthode-là, à mon sens. C'est-à-dire que les raisonnements sur des sujets sociaux par des ingénieurs qui imaginent que les individus réagissent comme ça, donc on prend tant d'individus, enfin, un côté, voilà, comme si les individus étaient des machines ou des algorithmes. Et bon, ça peut donner parfois des effets, donner lieu à des incompréhensions, à des disputes, parce que les individus ne se réduisent pas à une rationalité algorithmique. Donc c'est intéressant parfois de voir des clivages et des ingénieurs qui… Alors, on a tout type d'attitudes, hein, je peux trouver des ingénieurs qui ont beaucoup de confiance parce que les sciences sociales, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment des sciences déjà de départ. Et voilà, moi, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe parce que, bon, a priori, il y a la solution. Donc, les individus, ça réfléchit comme ça. Moi, je le sais parce que je l'ai vu chez Matata et puis je vous explique. Bon, là, souvent, ça donne lieu effectivement à peu de résultats. Après, il y a des ingénieurs qui, et je pense que c'est plus ceux-là que moi je rencontre, qui en fait, sont dans une forme, qui cherchent effectivement à se renseigner, mais qui avouent une forme une frustration de dire en fait j'aimerais en savoir plus mais j'ai pas nécessairement le temps et en fait je vois bien les manques et je suis frustré et c'est ce qu'on trouve par exemple chez les shifters. Chez les shifters, moi j'ai fait une enquête sur les shifters, donc l'association qui s'est créée en soutien au Shift Project de Jean-Marc Jancovici, donc une association qui a participé au plan de transformation de l'économie française, qui est un groupe d'intérêt, qui cherche un lobbying sur la décarbonation de l'économie. Il disait en fait on sent bien que… Et il y a un côté pragmatique, c'est qu'en fait, en termes de résultats, on ne touche que des ingénieurs. Chez nous, il n'y a que des ingénieurs ou des scientifiques. On n'arrive pas à toucher d'autres gens et on se dit bien que ce serait de cette manière-là qu'on pourrait arriver à diffuser au plus grand nombre. Mais on manque de connaissances et notamment sur les questions sociales. Parce qu'en fait, souvent, la manière d'aborder le social par les ingénieurs, c'est l'acceptabilité. Mais derrière l'acceptabilité sociale, il y a quoi? Il y a un peu l'idée de nous, on a raison. Il va falloir faire comprendre aux gens que nous, on a raison. Bon, c'est toujours un rapport dissymétrique qui donne vraiment de bons résultats. Donc, il faut calquer à un autre mode de raisonnement où en fait, les individus ne sont pas des variables mathématiques qu'on peut manipuler ou substituer. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais j'ai voulu répondre de cet angle-là. En fait, ce qui est très amusant, c'est que vous avez répondu de façon très indirecte. C'est-à-dire que en fait, je pose la question, est-ce que vous travaillez sur l'acceptabilité par les autres du comportement des ingénieurs? Et donc, au final de ce que vous avez décrit, j'ai eu l'impression que non, vous interrogez les ingénieurs, mais vous-même, vous êtes un autre, et vous avez donné la façon dont vous perceviez les ingénieurs. Donc, j'ai eu ma réponse, avec un échantillon statistique complètement insuffisant pour faire des stats, mais vous avez un a priori négatif sur l'application de méthodes justement mathématiques, quantifiées, etc., à des sujets, et c'est très intéressant. Parce que, est-ce que cet a priori est justifié ou pas? Je n'ai pas le niveau pour le savoir.
je ne sais pas ce qui conclave. Et c'est très intéressant, en tout cas. Ça répond à la question, ça répond aussi à la question des shifters. En fait, bon, moi, effectivement, mon enquête, c'est sur les ingénieurs. Donc, effectivement, je n'aurais pas de données pour vous dire comment les autres non-ingénieurs réagissent aux propos des ingénieurs. Après, sur l'idée de dire que la conviction, après, c'est des convictions épistémologiques. Est-ce qu'on pense qu'il y a un comportement humain déterminé par des variables qu'on peut fixer, qu'on peut isoler? Moi, après c'est pas déterminé, quantifiable. C'est la différence, c'est un raisonnement probabilistique, c'est comme en physique quantique. Mais c'est normal que jongler avec ce genre de notions soit pas simple. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est même pas simple pour un ingénieur. C'est pour ça que je suis pas. Moi, je suis pas du tout. Moi, je trouve que l'outil mathématique est très utile pour beaucoup de choses. Enfin, voilà, on met des enquêtes quantitatives et on a besoin des mathématiques et c'est intéressant. La question, c'est à quel point en fait on va considérer que les mathématiques décrivent le comportement social ou les attitudes sociales ou peuvent être un instrument pour décrire ça. Et c'est là où moi, je serais très précautionneux en fait, en disant que ça peut être intéressant pour dire qu'on arrive à comprendre le monde social par simplement l'usage des mathématiques. Je pense que là, il y a un cap épistémologique que je ne suis pas prêt à franchir. J'avais pas l'impression qu'il avait un a priori négatif sur la manière, mais plus qu'il faisait un constat d'une friction nécessaire entre les ingénieurs qui vont arriver avec justement beaucoup de connaissances sociales, par exemple, et donc une certaine tendance, par exemple, au hasard, à oublier le fait qu'il y a des intérêts contradictoires, antagonistes dans la société, et qui vont du coup dans leurs échanges avec des personnes qui n'ont pas leur habitude, c'est eux, qui eux ont conscience de ces questions contradictoires, etc. Et donc, il y aura nécessairement une friction entre ce type de personnes au moment de discuter de ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Des intérêts contradictoires, ça se met en équation tout autant. Sur un système physique, un système mécanique, un bilan des forces avec des forces qui vont dans des directions opposées. Oui, mais dans la relation entre les ingénieurs, tu illustrais ton propos en disant dans la société, il y a des forces contradictoires. Oui, il y en a aussi dans les systèmes mécaniques, donc cet argument n'est pas recevable comme invalidant le fait qu'on puisse utiliser les mathématiques à modéliser, sachant que pour avoir lu des études scientifiques de sociologie, les sociologues, il y en a certains, pas tous, mais qui ne se privent pas d'utiliser les mathématiques. Donc oui. C'est la différence de pratique par rapport aux questions politiques qui peut provoquer des frictions. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est cette friction, l'existence de cette friction en disant cet outil, je m'en méfie. Cet outil, je m'en méfie, je l'ai interprété comme c'était ma réponse. Comment les gens perçoivent, a priori, Antoine. C'est bien ça. C'est pour ça que je triche. C'est à lire sur la. Donc, a priori, Antoine, tu peux corriger-moi si je me trompe, a un a priori, justifié ou pas, parce que sur son domaine d'expertise, il trouve que les ingénieurs arrivent un petit peu en terrain conquis en appliquant des méthodes, mais c'est sa perception ressentie qui est, et je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'elle est là. Et ça répond à ma question, est-ce que au moins dans le cas d'Antoine, on va faire statistique sur N personnes, cette intrusion est bien vécue ou en tout cas il y a une méfiance. Oui, alors après, il y a plusieurs choses. Après, est-ce qu'on peut quantifier les intérêts contradictoires? Bon, moi, je suis pas convaincu. C'est pas que je me méfie, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a d'un point de vue de construction des connaissances sur le social. Bon, moi, encore une fois, c'est des discussions épistémologiques qui sont passionnantes et j'ai pas outrecuidance de penser que j'ai une idée définitive et parfaite. Je pense que on ne peut pas servir des mathématiques pour quantifier des valeurs. Moi, je trouve qu'il y a, enfin, je n'arrive pas à comprendre la signification sociale d'une quantification d'intérêt contradictoire. Donc, c'est pas une méfiance, c'est dire il y a des ingénieurs quand ils voient, et c'est des choses qui sont explicites, moi quand je leur pose des questions sur la manière de voir les choses, où effectivement c'est de voir les indices, de raisonner, d'appliquer, de prendre effectivement des ingénieurs comme des variables et de prendre les individus comme des variables, les sociétés, des masses. Et je trouve, après il faut s'interroger sur la signification que ça a de considérer les individus comme des masses et de dire
les individus, ils agissent en masse comme ils agissent individuellement. Je pense que c'est des choses qui sont très contestables et qu'il y a des études d'ailleurs scientifiques là-dessus. Donc, moi, c'est pas pour exprimer un jugement de valeur sur les mathématiques, c'est vraiment d'un point de vue plutôt scientifique, en termes de méthode de sciences sociales, à quoi ça peut nous servir, quelle signification on peut en tirer, est-ce qu'on peut en tirer des connaissances qui peuvent être vérifiables ou objectivables sur le monde social. Et les mathématiques je pense qu'il y a des domaines, c'est extrêmement très pertinent, je pense qu'il y a des domaines où la signification, il n'y a pas nécessairement de signification objectivable et utile. C'est ça que je signifie. On va peut-être arriver à la fin de la conférence, on va peut-être prendre encore une ou deux questions, je ne vais pas prendre Thomas. Merci. C'est une question sur vos enquêtes. Ça sera peut-être un peu hors sujet par rapport au titre de la présentation. Je suis curieux de savoir si durant vos enquêtes, vous posez des questions aux ingénieurs sur leur représentation de leur place dans la société, je dirais, dans la stratification, soit de l'ingénierie que vous avez. Est-ce que vous questionnez cet aspect oui, national et social? Comment il se situe oui, alors il y a une différence. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et tu as mieux répondu que ce que j'ai répondu, où effectivement, il y a une vision, il y a finalement très peu d'explicitation à propos de ce que c'est que le monde social. Donc effectivement, il y a la question des intérêts contradictoires, d'avoir des rapports de force. Voilà, le monde, il y a cette volonté d'éviter le conflit social, parce que la science peut trouver une solution. Je ne vois pas pourquoi on s'enquiquinerait avec des conflits sociaux qui sont violents, qui sont chargés d'affects négatifs. Et donc, il y a un travail il n'y a pas une explicitation très claire de ce que c'est que finalement le monde social. On le prend comme il vient, c'est l'évidence de l'expérience. Enfin, je suis un peu caricatural. Donc, la question de où est-ce que vous vous situez socialement est toujours un peu compliquée. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement par rapport à une identité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, alors je n'en ai pas beaucoup à aborder, mais effectivement, j'en parle dans les entretiens. Alors, vous avez deux types de positions. Vous avez des ingénieurs qui mettent à distance leur titre, leur statut d'ingénieur. Ils disent, mais moi, je n'agis pas en tant qu'ingénieur, je ne sais pas d'ailleurs trop ce que ça veut dire. Moi, j'agis en tant que citoyen ou citoyenne. C'est-à-dire que je m'engage dans cette cause en tant au service de l'intérêt général. Et je ne donne pas beaucoup de sens à mon titre. Enfin, voilà. Vous avez d'autres qui, au contraire, disent, voilà, un ingénieur, ça sert à ça. Et moi, je veux m'engager en tant qu'ingénieur. Et là, c'est dans ce groupe-là où on voit émerger une forme de réflexivité. Comment on change du coup? Si moi, je suis effectivement ingénieur et que je mesure l'influence des ingénieurs dans l'urgence écologique, enfin, en tout cas leur responsabilité, eh bien, il faut que je prenne en charge cet enjeu et que je transforme, du coup, qu'on dénaturalise ce que c'est qu'un ingénieur pour reconfigurer ce métier. Mais c'est assez net. C'est que c'est rarement un entre-deux où et citoyen, non, c'est les gens qui mettent à distance et les gens qui essaient de se réapproprier le métier. C'est ma question. J'avais des implicites en fait, c'est qu'il y a plus ou moins grande adhésion de ces personnes à l'étiquette d'un côté du cadre et de l'autre de classe moyenne. Je pense qu'ils sont historiquement associés à la profession ingénieur. Ils sont y adhérés. Alors, c'est vrai qu'il y a peu. Alors, tout dépend. Les éléments de carrière, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'ingénieurs qui sont plutôt en début de carrière. Donc, après, vous avez des études. Il y a une enquête très intéressante d'Yvan Saint-Saulieu avec deux autres co-auteurs dans la Revue française de sciences politiques qui observe les différences de politisation selon la trajectoire professionnelle et le statut conjugal. Et il montre que plus les ingénieurs montent dans la hiérarchie des cadres dirigeants, plus ils vont avoir des avis plutôt qu'on pourrait placer à droite sur l'échiquier politique, mais assez quand même mal à l'aise avec la question politique. Et plus les ingénieurs restent à un statut d'expert technique, plus ils vont plutôt se politiser et avoir des revendications proches des positions syndicales. Donc on voit clairement que la variable trajectoire professionnelle elle a une importance. Et juste pour finir, les ingénieurs, beaucoup sur un sujet, ils ne se reconnaissent pas particulièrement dans la catégorie des cadres. Mais la catégorie des cadres, elle est aussi très franco-française, on y met beaucoup de choses. Et les ingénieurs, ils disent souvent, ce que j'entends, c'est qu'il y a une communauté invisible, qui est celle des ingénieurs. Comment on se reconnaît, c'est avec le langage mathématique, c'est avec des expériences communes dans des écoles, même si ce n'est pas les mêmes. Mais je ne sens pas une adhésion au groupe des cadres qui j'ai l'impression, n'a pas beaucoup de signification concrète. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va peut-être arrêter là. Merci Antoine.